Bonsoir, ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous d'information ici en Provence-Alpes. Au sommaire de cette édition, une chaleur excessive dans les salles de classe d'une école primaire du Pontet dans le Vaucluse, plus de 35 degrés. Les parents d'élèves réclament à la mairie de trouver des solutions en urgence. L'agriculture tient un salon à Marseille. L'hôtel du département et ses abords accueillent la première édition de Préférence Provence, produits du terroir, traditions agricoles et fermes géantes à découvrir jusqu'à dimanche. Nous irons aussi au Salon international du Bourget qui réunit les professionnels de la défense et de l'aéronautique. Le secteur en croissance pèse lourd dans l'économie de notre région. Notre équipe d'envoyés spéciaux a recueilli l'interview du PDG d'Airbus Hélicoptère. Et à la une de l'actualité nationale, après une série d'intoxications alimentaires sévères qui ont touché 10 enfants, la préfecture de l'Aisne a décidé de suspendre préventivement l'activité de 2 boucheries de la ville de Saint-Quentin. Une fille de 12 ans est morte lundi après une complication rare. Le pic de chaleur fait suer à grosses gouttes les enfants d'une école primaire du Pontet dans le Vaucluse. Le thermomètre a dépassé les 35 degrés dans les salles de classe. Inadmissible pour les parents d'élèves, mais équipées de climatiseurs, les salles de classe s'avèrent trop onéreux pour la municipalité. Thiago Roy, Frédéric Roche et Alexandre Lépiné. Dans la cour de récréation, les enfants jouent à cache-cache avec le soleil. À l'école Jean de La Fontaine au Pontet, les élèves font cours dans une chaleur étouffante et ils en souffrent. On transpire beaucoup, il y a beaucoup de saignements de nez, on a mal aux jambes et c'est très compliqué de se concentrer. C'est vraiment trop chaud quoi. Donc des fois on fait classe dehors ou des fois on fait classe dans une salle où il y a la clim, mais sinon rester dans la classe toute la journée c'est impossible. Ces témoignages ont alerté les parents d'élèves pour qui ces conditions d'accueil sont inacceptables. Une pétition qui a déjà rassemblé plus de 200 signatures demande la climatisation dans toutes les salles de classe. L'école est obligatoire, je suis obligée de mettre mon enfant tous les jours jusqu'à la première semaine du mois de juillet, où il fait encore plus chaud. Et je me dis, est-ce que mon enfant est en sécurité à l'école? Est-ce que sa santé ne peut pas être touchée par le fait que mon enfant a chaud, qu'elle ne se sente pas bien, qu'elle ait des vertiges, des maux de tête? Équiper les 5 écoles du Pontet de climatiseurs coûterait plus de 800 000 €. Beaucoup trop cher pour la mairie, qui a déjà lancé une campagne de végétalisation des cours de récréation. Pourquoi on a pris cette décision? Parce que c'est écologique et que c'est durable. La solution de tout climatiser ne nous paraissait pas pertinente dans la mesure où les bâtiments, pour beaucoup, sont vétustes. La commune promet de nouveaux ventilateurs dans chaque classe. Selon Météo France, les températures doivent encore augmenter dans le Vaucluse, jusqu'à 40 degrés la semaine prochaine. L'épisode de pollution de l'air à l'ozone se poursuit jusqu'à dimanche dans 4 de nos départements. Les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence sont placés en alerte niveau 1. Pour connaître les mesures qui en découlent, rendez-vous sur notre site internet. Autre forme de pollution suite à l'incendie le week-end dernier de l'usine Spur de Rognac, un site spécialisé dans le traitement des déchets et qui est classé Céveso. L'interdiction de baignade et de pêche au niveau de l'étang de Berre est prolongée jusqu'à mardi soir. Un nouveau salon de l'agriculture à Marseille, il s'appelle Préférence Provence et revendique de défendre les traditions agricoles provençales. Visite guidée avec Marguerite Kioch et Garel Cara. Première rencontre et première caresse. Cette ferme pédagogique éphémère en plein cœur de Marseille met les animaux à hauteur des petits citadins. Une façon de promouvoir l'élevage. Nous, notre but étant vraiment de sensibiliser les enfants à avoir une culture agricole, une pédagogie agricole. On veut éviter d'avoir des enfants qui partent dans une génération des deux extrêmes, soit du non-respect des animaux, soit de véganes par principe et par méconnaissance des animaux. L'objectif de ce salon de l'agriculture, rapprocher les Marseillaises et les Marseillais des produits du terroir. Pour cette première édition, 100 exposants sélectionnés par la Chambre d'agriculture ont répondu présent. Ça nous permet de faire connaître, parce que les gens ne connaissent quasiment rien de notre travail. Donc là, on leur explique et on leur amène des bons produits. Voilà. Qu'est-ce que vous leur expliquez? On leur explique qu'on les ramasse à maturité, le travail qu'il faut faire. Après, on n'a pas le temps de vraiment rentrer dans les détails avec les particuliers, mais en tout cas, ils sont contents, on a le sourire. Un autre salon de l'agriculture s'est déjà tenu à Salon de Provence au début du mois de juin. Mais Martine Vassal, présidente du département et de la métropole, tenait à organiser un événement similaire dans la capitale provençale.
Pour mieux faire connaître ce qu'on faisait de bien ici, eh bien, nous avons spécialement mis Préférence Provence. Parce qu'il faut reconnaître que le mot Provence est un mot qui est très vendeur, qui est très accrocheur. Et quand vous parlez de Provence, dans le monde entier, on sait ce que c'est. Les Marseillaises et Marseillais seront-ils séduits par la découverte des traditions agricoles ? À Salon de Provence, le rendez-vous avait réuni près de 70 000 visiteurs. Ce salon est une belle vitrine des nombreux savoir-faire dans le domaine de l'agriculture. Louise Belliève, que représente ce secteur dans notre région ? Alors, notre région compte 16 000 exploitations agricoles. Elles sont réparties sur 895 000 hectares. Cela représente plus d'un quart de notre territoire. Et sur ces terres, travaillent 41 500 personnes. Et le chiffre d'affaires total est estimé à 3,3 milliards d'euros annuels. Alors voilà pour les chiffres clés. Quant aux filières emblématiques, on peut en citer plusieurs. D'abord, la viticulture, bien sûr, donc notamment dans le Var et le Vaucluse. Cela représente un tiers des exploitations. On peut également citer l'arboriculture et le maraîchage, donc les fruits et légumes. Notre région est la première productrice, par exemple, de salades de laitue, de figues, de cerises, de pastèques ou encore d'aubergines. Et enfin, on peut citer cette troisième filière, les plantes à parfum, dans les Alpes-de-Haute-Provence ou le Vaucluse. Et on pense bien sûr à la lavande. En quoi l'agriculture de notre région se distingue-t-elle, Louise ? Eh bien d'abord par la forte présence du végétal. 78% des exploitations sont consacrées au végétal, alors que la moyenne nationale est de 42%. Elle se démarque également par la petite taille de ces exploitations. En moyenne, 35 hectares, c'est 2 fois plus petit que la moyenne nationale. Autre spécificité, notre région est la première en termes d'agriculture biologique. Cela représente un tiers des surfaces agricoles. Et enfin, notre région, il faut savoir que c'est celle où le circuit court est le plus développé en France, en dehors de la Corse. Cela concerne 42% des exploitations agricoles. C'est 2 fois plus que la moyenne nationale. Merci beaucoup Louise pour cet éclairage. Direction maintenant la région parisienne où l'une de nos équipes se trouve au Salon international du Bourget qui réunit jusqu'à dimanche les professionnels de la défense et de l'aéronautique. Le secteur en croissance pèse lourd dans l'économie de notre région et de nombreuses entreprises locales font le déplacement tous les 2 ans. Lucie Robert et Fabien Madigou les ont suivis sur le tarmac. Et toujours en lien avec cette actualité, la présidente des Bouches-du-Rhône, Martine Vassal, et le président de région, Renaud Muselier, se sont réjouis hier de l'annonce ministérielle concernant l'implantation à Istres de la société bordelaise Inaero. L'entreprise y construira un nouveau bombardier d'eau amphibie pour répondre aux enjeux du dérèglement climatique et à l'intensification des feux de forêt. Le ministre délégué chargé de la francophonie et des partenariats internationaux auprès du ministère des Affaires étrangères a poursuivi aujourd'hui sa visite à Marseille après une rencontre avec des étudiants et artistes mahorais en résidence dans la cité phocéenne. Tani Mohamed Swalihi a échangé avec des élèves du lycée Saint-Exupéry sur ses missions et l'action de la diplomatie française. On l'écoute au micro de Thiago Roy. Cela me tient à cœur de sensibiliser notre jeunesse sur ce que c'est que la francophonie, les valeurs véhiculées dans la francophonie, d'égalité entre les femmes et les hommes, de démocratie, de solidarité internationale, de multilinguisme, et puis aussi de les sensibiliser sur ce que sont que les partenariats internationaux, ces relations d'égal et égal, de gagnant-gagnant que la France mène avec les pays du monde. Il peut contenir l'équivalent de 74 piscines olympiques. Le barrage écrêteur de crue de l'Aspet a été inauguré ce matin par l'agglomération Estérel Côte d'Azur après 10 ans de travaux. Capable de faire face à une crue cinquantennale, l'ouvrage tient un rôle capital dans la protection des habitants de Fréjus et Saint-Raphaël. Reportage de Nathalie Jourdan et Emmanuel Félix. Plus de 7 millions d'euros, une décennie d'études puis de travaux et le voilà prêt à retenir 186 000 mètres cubes d'eau. Le barrage écrêteur de crue de l'Aspet doit protéger Saint-Raphaël et Fréjus contre les inondations. Contrairement à un barrage classique, cet ouvrage ne stocke pas l'eau en permanence. L'eau le traverse sans y être retenue. Ce n'est qu'en cas de pluie intense qu'il se remplit progressivement, à l'image d'un entonnoir ou d'une baignoire sans bonde. La baignoire, elle est toujours ouverte. Donc quand il arrive une crue avec une certaine importance, dès lors que la crue a un débit plus important que la petite ouverture qu'il y a, eh ben nécessairement ça va se remplir. Et ensuite, quand on atteint des crues extrêmes, par contre, là, l'eau peut surverser par cet organe de sécurité. L'ouvrage est dimensionné pour faire face à une crue cinquantennale d'un affluent de l'Argent, la Garonne.
dont la dernière crue significative remonte à l'automne dernier. Octobre 2024, elle envahit les rues de Saint-Raphaël. Novembre 2019, juin 2010, l'agglomération Estérel-Côte d'Azur ne compte plus les inondations. Ce nouvel ouvrage vient compléter une chaîne d'infrastructures hydrauliques déjà réalisées sur le territoire. Un plan d'action dont l'objectif est de mieux contenir les risques à défaut de les empêcher. Il faudra toujours se prévenir contre les inondations, il faudra toujours développer la culture du risque, il faudra toujours évacuer les populations dans le bassin des cours d'eau. Et donc cet ensemble de culture du risque, il nous faut continuer de l'entretenir. D'autres structures sont prévues dans le département. Des travaux sont en cours à Trans-en-Provence et la réalisation de bassins de rétention doit démarrer l'an prochain à Draguignan. Le Var n'a pas fini de se prémunir contre le risque inondation. Dans l'actualité sportive, les rugbymen toulonnais joueront demain à Lyon les demi-finales du top 14 contre l'Union Bordeaux-Bègles. Les Rouges et Noirs n'avaient pas atteint ce niveau de compétition depuis 2017, mais le RCT ne part pas favori face aux champions d'Europe cette saison. Reportage de nos envoyés spéciaux à Lyon, Mathias Julien, Ali Martiniki. Lunettes de soleil et bandana, malgré les apparences, le RCT n'a rien d'un club en vacances. De la décontraction, un peu, de la détermination, surtout. Après sa victoire contre Castres le week-end dernier, Toulon arrive sûr de sa force et ne compte pas s'arrêter là. On joue contre les champions d'Europe, ils proposent vraiment un super rugby cette saison. Nous les respectons énormément, ça va être un gros match, mais on ne veut pas simplement se contenter de cela. On veut plus qu'un barrage et une demi-finale. Face à l'Union Bordeaux-Bègles, demain soir, Toulon devra sortir le match parfait. L'UBB, porté par son armada d'internationaux, est bel et bien le favori. Pierre Mignoni le sait, la moindre erreur de ses joueurs se paiera comptant. Il faut donner très peu d'opportunités à cette équipe. Très peu d'opportunités. Si tu donnes trop d'opportunités ou de cadeaux, comme tu veux, effectivement, ça va être très très compliqué. Mais voilà, ça va dépendre un peu au-delà de Bordeaux, que je respecte beaucoup et que je crains beaucoup. Je nous crains nous-mêmes. Il faut qu'on soit comme on a été un peu la semaine dernière, mais plus. 8 ans que les Rouges et Noirs n'ont plus atteint ce niveau de la compétition. L'attente a été longue et le RCT, champion de France en 2014, veut à nouveau tutoyer les sommets. À 23 ans, Mathias Alagahu est l'un des grands espoirs toulonnais. Arrivé au club à 14 ans, le natif de Fréjus savoure, avec les autres jeunes formés au RCT, ce moment privilégié. On a la chance de participer assez tôt dans notre jeune carrière à des matchs comme ça, donc forcément très fier de faire partie de ce groupe. Mais avant de penser à ça, on s'est juste vite dit qu'il fallait pas trop réfléchir, jouer comme on le savait, se préparer et se donner un maximum de chance de notre côté pour répondre présent. Première demi-finale aussi pour Baptiste Serin. Le demi de mêlée a fêté aujourd'hui ses 31 ans. Une qualification demain soir en finale du top 14 serait pour lui le cadeau parfait. Mémoire et fraternité, Johann Sfar, la vie dessinée, c'est le titre de l'exposition présentée hier soir au Camp des Milles à Aix-en-Provence. Elle interpelle dans le contexte extrêmement tendu au Proche-Orient. Le dessinateur juif, homme de dialogue, a choisi le camp de l'apaisement et du recul. Reportage de Michel Aliaga et Virginie Danger. À votre avis, de prime abord, cet homme est-il juif ou arabe? Lui qui reçoit des menaces de mort tous les jours, aurait-il une double identité? Famille paternelle maghrébine, assez religieuse, famille maternelle survivant de la Shoah et résistant complètement anti-religieux. Ils ont en commun une passion pour la citoyenneté française et dans les deux cas, une partie de la famille, voire la quasi-totalité côté paternel, est israélienne. Donc je me trouve au milieu de tout ce bordel. Johann Sfar, pessimiste assumé, revendique sa judéité, mais il est considéré comme un traître par les Israéliens et comme un militant juif pour les Palestiniens. À y perdre son latin, sa priorité est donc la discussion à coups de crayon plutôt qu'à coups de canon, notamment en France, où l'on choisit souvent son camp en tombant dans la caricature. Ce qui se joue en France en ce moment sur la cause palestinienne et sur le destin juif, c'est d'utiliser le monde juif et le monde palestinien comme des outils de guerre en France. Et moi, j'essaie d'extirper ça, entre guillemets, du monde des idées pour l'emmener dans le monde de l'humain. Et donc, on essaye d'utiliser les populations palestiniennes et israéliennes pour faire notre psychanalyse personnelle. Ils méritent mieux que ça. Comme un symbole, le vernissage s'est tenu au Camp des Milles.
camps d'internement et de déportation pendant la Seconde Guerre mondiale. Derrière cette exposition, il y avait donc plusieurs messages. Le président de la fondation du camp d'Émile pense au futur et s'adresse aux jeunes. Regarde comme tous ces hommes qui, semble-t-il, s'affrontent, sont avant tout des humains, des hommes et des femmes qui souffrent, qui aiment, qui veulent, qui espèrent. C'est ce qui crée la fraternité profonde des humains, par-delà les conflits et par-delà les idées. Justement, citons l'une des phrases choc de Johann Sfar. « J'adore les Israéliens, mais j'adore aussi les Palestiniens. Comment faire ? Je ne vais pas vous faire un dessin, c'est compliqué, mais le combat pour l'humain n'est jamais perdu d'avance, à condition de le mener. » Place maintenant à l'essentiel de l'actualité nationale et internationale de ce 20 juin avec tout d'abord l'escalade militaire entre Israël et l'Iran et ses conséquences sur les ressortissants étrangers. Des Français veulent quitter l'État hébreu, mais pour l'instant, seule la route leur permet de quitter le pays. À la frontière avec la Jordanie, les précisions de nos envoyés spéciaux Luc Lacroix et Yann Moine. Oui, depuis une semaine, la seule solution pour les Français qui veulent quitter Israël, c'est la voie terrestre, comme ici à Eilat, dans le sud du pays. De l'autre côté, c'est l'Égypte. Et il faut encore faire 1h30 de route avant d'arriver à l'aéroport de Sharm el-Sheikh. La seule autre option, c'est toujours par la route, mais cette fois-ci par la Jordanie. Et ce chemin, une Française avec qui nous avons parlé nous a expliqué qu'elle n'osait pas l'emprunter parce qu'elle doit le faire par ses propres moyens. L'ambassade de France nous a tout de même expliqué que de l'autre côté des frontières, il y avait des équipes pour aider les Français. Et puis, dimanche, il y aura un vol spécialement affrété depuis Amman en Jordanie pour faciliter le retour des Français. Dans le département de l'Aisne, à Saint-Quentin, 4 jours après le décès d'une fille de 12 ans, un 10e cas d'intoxication alimentaire sévère a été recensé, toujours sur un enfant. Les autorités de santé estiment que de la viande pourrait en être à l'origine. 2 boucheries ont été préventivement fermées. Carole Guillon. 4 jours après le décès d'une fillette, l'épidémie d'intoxication alimentaire s'étend à Saint-Quentin dans l'Aisne. Aujourd'hui, les autorités de santé confirment 10 cas avérés d'enfants qui ont été touchés par cette chicatoxine d'intoxication alimentaire. Soit 2 nouveaux cas. L'origine de ces intoxications pourrait se trouver dans la viande. Par mesure de précaution, 2 boucheries de Saint-Quentin ont été fermées hier sur décision préfectorale. Des analyses sont en cours car 5 enfants contaminés avaient consommé de la viande achetée ici, où cette cliente s'était approvisionnée au début du mois. Sur les réseaux sociaux, maman de 4 enfants, et cette inquiétude de se dire est-ce qu'on va être malade, est-ce qu'on ne va pas être malade, est-ce que la viande est vraiment contaminée, est-ce qu'elle ne l'est pas. Même fermeture administrative pour cette autre boucherie de la ville où une seule famille concernée par l'intoxication avait fait ses courses. Et même inquiétude pour cette mère de famille, cliente régulière de ce commerce. Je vais rentrer chez moi et je vais enlever ce qui reste de viande que j'avais déjà acheté. Et puis voilà, par précaution, pas parce qu'elle est mauvaise, parce qu'elle m'avait l'air tout à fait consommable, mais voilà, par précaution, je vais en tant que maman, c'est ce que je vais faire. Les investigations se poursuivent auprès des grossistes et des autres clients. Pas de certitude à ce stade, mais un faisceau de présomption autour de la viande. Aujourd'hui, la préfecture de l'Aisne apporte des précisions dans ce communiqué. Les personnes qui ont acheté des merguez, saucisses et viande d'agneau entre le 1er et le 8 juin dans ces 2 établissements doivent s'abstenir de les consommer. Les résultats d'analyse pourraient être connus dès le début de la semaine prochaine. De son côté, l'hôpital se tient prêt à accueillir d'éventuels nouveaux patients ce week-end. Au moindre doute, l'Agence régionale de santé recommande d'appeler le 15 immédiatement. Dans l'actualité judiciaire, le procès de Mohamed Lamine Abrouz, jugé pour complicité dans l'assassinat d'un couple de policiers à leur domicile de Magnanville dans les Yvelines en juin 2016. La réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans a été requise en appel. La même peine avait été requise en première instance. Le verdict est attendu demain. Autre affaire, celle des airbags Takata. Une information judiciaire a été ouverte notamment pour tromperie aggravée et mise en danger de la vie d'autrui. Les juges d'instruction pourraient en outre être saisis des 3 accidents mortels intervenus en France, en Martinique en 2021, dans les Hautes-Pyrénées en 2023 et le 11 juin dernier dans la Marne.
Conséquence des fortes chaleurs, les ventes de ventilateurs et surtout de climatiseurs sont en forte hausse. Mais attention à la facture d'électricité de ces clims mobiles. Ces dernières sont plutôt gourmandes en énergie, comme nous l'expliquent Léa Deschâteaux et Benoît Véran. Il y a ceux qui baissent leurs volets pour rester au frais, ceux qui se promènent déjà bien équipés et ceux qui se précipitent dans les magasins à la recherche d'une solution. Alem Ben Salem est gardienne d'immeuble et ne supporte plus la température chez elle. Il va faire dans les 27, 29 dans le salon et la chambre en fait. Elle opte pour un rafraîchisseur d'air à 90 €, plus puissant qu'un ventilateur, moins cher et moins encombrant qu'une clim. J'ai déjà un climatiseur, mais il faut vraiment toute une installation avec le tuyau à l'extérieur. Et bon, je voulais vraiment un rafraîchisseur avec les glaçons et c'est plus économique aussi. Dominique Galotte, elle, en a besoin pour équiper la chambre de sa sœur en maison de retraite. Elle est vraiment exposée au soleil, donc il fait chaud, c'est pas top. Mais avec ça, elle va être bien. Comptez une 50aine € le ventilateur et jusqu'à plusieurs centaines pour une clim mobile. Sur la facture d'énergie, la différence se voit aussi. Selon nos calculs, 7,50 € d'électricité pour un ventilateur les 2 mois d'été. Pour un climatiseur mobile, c'est bien plus, 149 €. Mais certains, malgré le prix, n'hésitent pas à investir encore plus face aux vagues de chaleur en faisant installer des climatiseurs fixes. À Saint-Laurent-de-Mur dans le Rhône. Et vous choisissez votre température. Idriss Gadab enchaîne les rendez-vous. Là, aujourd'hui, depuis 2 jours, il fait énormément chaud. Le téléphone, il n'arrête pas de sonner. On a des 30, 50 appels par jour. Mais si les climatisations refroidissent les logements, en fonctionnant, elles rejettent de la chaleur et aussi des gaz qui aggravent le réchauffement climatique. Alors si vous cherchez des solutions moins polluantes et moins coûteuses, vous pouvez acheter des rideaux thermiques ou coller sur vos fenêtres des films anti-chaleur. Ils permettraient de perdre jusqu'à 5 degrés par rapport aux températures extérieures. Un nouvel outil pour aider les consommateurs. On connaissait l'étiquette énergie sur les appareils ménagers. Elle existe désormais pour les smartphones et les tablettes de A à G. Cet alphabet renseigne sur la résistance, l'étanchéité ou la réparabilité des appareils. Mode d'emploi avec Noé Poitvin, Carole Guillon et Xavier Roman. Choisir son smartphone ou sa tablette en toute transparence. C'est la promesse de cette nouvelle étiquette dans les boutiques de téléphonie. Grâce à des critères précis, elle renseigne davantage l'acheteur sur la durabilité de l'appareil. Le client va pouvoir comparer et voir par exemple l'autonomie de la batterie. Là, l'autonomie de la batterie, ça parle à tout le monde. Là, c'est 38 heures, là, c'est 34 heures, 41 heures, et là, c'est très concret pour le client. La nouveauté, ce sont ces pictogrammes. Résistance de l'appareil aux chutes, durée de vie de la batterie, facilité à réparer le téléphone et enfin, étanchéité. Des critères imposés par l'Union européenne, ce client est enthousiaste. Au moins c'est pratique, on peut savoir ce qu'on va prendre, en fait on va connaître le produit, on va connaître ses qualités comme ses défauts. Moi ça pourrait peut-être me permettre de choisir bien mon téléphone. Un complément d'information déterminant pour certains. Quand on travaille toute la journée, on n'a pas forcément accès aux prises tout de suite partout où on va pour brancher et recharger. Donc avoir une batterie qui dure longtemps, ça serait un critère essentiel. Nos appareils sont pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans, enfin on ne sait jamais. Donc je trouve que c'est une bonne idée. L'objectif est double, inciter les consommateurs à privilégier des téléphones moins énergivores et contraindre les fabricants à produire des appareils plus durables et plus respectueux de l'environnement à l'échelle européenne. Grâce à cette nouvelle étiquette, on va pouvoir allonger la longévité de nos smartphones et donc on va avoir des gains environnementaux très importants. Par exemple, pour le climat, ça correspond à 90 milliards de kilomètres en voiture en moins. En France, le parc des smartphones et tablettes est estimé à 100 millions d'appareils. Retour en Provence-Alpes cet été à Toulon, le street art est à l'honneur avec notamment au Musée des Arts une exposition largement consacrée au Britannique Banksy. On retrouve sur place Pierre Véraud. Pendant tout l'été, le street art investit les rues de Toulon, mais aussi les murs du musée d'art, avec notamment une exposition autour du street artiste le plus célèbre au monde, Banksy. Une exposition événement très attendue et qui attire déjà beaucoup de curieux. Je propose de vous emmener dans les couloirs de cette exposition, rencontrer les gens qui la font vivre et surtout essayer de comprendre pourquoi cet art urbain provoque autant d'engouement aujourd'hui.
L'imagination, la fertilité du dessin et la complexité et en même temps l'ouverture sur le monde. Au premier abord, où visuellement déjà on peut directement l'interpréter et après en allant plus loin, il y a une deuxième lecture un peu plus profonde qu'on peut avoir et c'est ça qui est intéressant. C'est à nous de trouver ce qu'il a voulu dire par là. C'est aussi le challenge pour les visiteurs. En tout, ce sont près de 80 œuvres qui sont exposées ici, dont la moitié signées par l'artiste britannique. Pour nous en parler, on a donné rendez-vous au directeur des affaires culturelles de la ville de Toulon, Rémi Cartegnan. Il est là, devant l'un des célèbres tableaux de Banksy. Rémi, bonjour. Bonjour. Alors vous nous attendez devant cette œuvre célèbre, l'une des plus célèbres de Banksy. Est-ce que c'est pas finalement un petit peu paradoxal de faire rentrer le street art qui appartient à la rue dans un musée? Alors c'est un débat qui n'est pas d'aujourd'hui, puisque dès les années 80, Andy Warhol demande et fait en sorte que Kesselring et Jean-Michel Basquiat rejoignent les galeries et les musées et sortent de la rue à New York ou des stations de métro, puisque c'est là où tout commence, à New York, dans les années 70. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée en fait, de vous intéresser et de mettre en avant le street art dans la ville de Toulon? Alors ce qui nous a donné l'idée, c'est évidemment d'avoir nous-mêmes, dans nos collections, un des fondateurs du street art français, c'est Ernest Mignon-Ernest, à qui nous réservons une salle dans le cabinet d'art graphique avec des œuvres phares des années 70 autour de l'apartheid, etc. Puisque le street art est quand même toujours quasiment un engagement. Alors il y a des street artistes qui sont plus portés sur uniquement une parole purement esthétique, mais l'histoire du street art en tout cas, aux États-Unis, ça vient de communautés qui étaient rejetées, oubliées et qui commençaient par graffer leur nom. Vous avez une œuvre favorite, quelque chose qui vous parle plus que les autres de Banksy ici, par exemple? On reconnaît la jeune fille au napalm. Oui, voilà, bien évidemment. Je trouve que celle avec les hélicoptères et le petit neurose en ce moment est plutôt parlante. C'est quelqu'un qui colle à son époque. Et le but du musée et de cette exposition est là. C'est certes de parler de Banksy, mais de le reposer dans l'histoire de l'art et montrer que cette œuvre, du coup, est muséale et n'est pas que faite de mode et qu'elle s'inscrit dans un message qui dure depuis une 50aine d'années, voire plus. Et donc, c'est Révolution, l'exposition avec le R entre parenthèses, puisque on montre bien, voilà. Révolution et évolution. Voilà. Et le travail d'un musée, c'est ça, c'est d'inscrire l'œuvre d'un artiste, même le plus contemporain soit-il, dans une histoire de l'art. L'exposition Révolution, c'est jusqu'au 5 octobre et pendant tout l'été, à Toulon, du street art partout, des conférences, des prestations live, des marchés. Et vous pourrez bien évidemment retrouver tout le programme sur notre site internet. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants tout le sport, puis le feuilleton ainsi Grand Soleil et musique en fête en direct des Corégies d'Orange. Bonne soirée à tous et à demain 12h25. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur paca.france3.fr et sur l'application ICI.